Nous allons passer à Vincent Cizère. Alors Vincent Cizère est un magistrat de l'ordre judiciaire au départ, il a été juge d'instruction et il est passé dans l'ordre des magistrats administratifs. Et donc, après être passé par le ministère et la direction des affaires criminelles et des grâces, il est docteur en sciences juridiques. Il a écrit un certain nombre de livres, en particulier un dont il vous parlera tout à l'heure. Et surtout, il est maître de conférence ici. Alors, il nous avait proposé d'intervenir sur quelqu'un qui est évidemment très très important par rapport à la criminologie, c'est Marc Ancel. Et donc, je lui cède la parole sur le sujet. Merci à l'association pour cette invitation à venir parler à votre congrès. Oui, donc le bouquin s'appelle Sortir de l'imposture sécuritaire. En fait, c'est un essai issu de ma thèse de doctorat qui est paru l'an dernier aux éditions de la Dispute, qui vise en substance à essayer de démontrer que derrière la rhétorique sécuritaire, il y a en fait une très vieille idéologie autoritariste qui remonte au Premier Empire, au moins au Premier Empire, et qui s'oppose en réalité à la mise en œuvre effective et durable du projet pénal des Lumières, du projet pénal des premiers révolutionnaires, des constituants. Et à cet égard, Marc Ancel a fait partie de ceux qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a contribué à relancer ce projet-là et à l'approfondir intellectuellement, mais pratiquement aussi. Et sous l'angle qui nous intéresse aujourd'hui de la criminologie, l'enseignement aujourd'hui oublié, malheureusement très largement oublié, de la défense sociale nouvelle, qui est le courant à la fois de pensée et de réforme initié donc par Marc Ancel et par d'autres, nous offre des enseignements intéressants que je voudrais brièvement vous présenter aujourd'hui. Il me semble, en ayant lu un certain nombre d'ouvrages et d'articles sur la question, que une des difficultés à faire reconnaître une criminologie, en tout cas une criminologie d'émancipation, en France, tient à une espèce de scission originelle qui s'est faite lorsqu'on a eu des premiers auteurs qui voulaient avoir, qui prétendaient avoir une approche scientifique sur le crime, scission entre la volonté d'une compréhension scientifique du phénomène criminel et l'approche juridique et judiciaire. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, en tout cas en France et aussi en Italie, les premiers auteurs qui se disent criminologues ou qui revendiquent une approche scientifique du crime, qui sont essentiellement des gens qui viennent du corps médical, ou de la biologie, des gens comme Lombroso, mais également comme Lacassagne en France, il y a dans le même mouvement une volonté de promouvoir une approche scientifique du phénomène criminel, de compréhension du phénomène criminel, mais également de substituer totalement ou partiellement à la logique judiciaire fondée sur le droit une logique médicale, médico-sociale, en tout cas non judiciaire, fondée sur les enseignements de la science. Et donc les deux, dans le débat, sont présentés comme intimement liés. Et lorsqu'on regarde un peu historiquement, là je m'appuie beaucoup sur les travaux qui ont été faits sous la direction de Laurent Micheli, notamment dans l'ouvrage que vous devez tous connaître, l'histoire de la criminologie française, ouvrage collectif, on s'aperçoit que sous la Troisième République, tout ça est aussi le théâtre d'un enjeu de pouvoir dans la maîtrise du phénomène criminel entre les juristes et les médecins, qui sont des corporations très puissantes sous la Troisième République. Et donc il y a à la fois un enjeu de pouvoir institutionnel très clair sur la maîtrise du phénomène criminel et de la réaction au phénomène criminel. Et puis, il y a aussi derrière une controverse philosophique, vous le savez, entre ceux qui prônent une étiologie déterministe du phénomène criminel et puis ceux qui sont attachés, les juristes, au libre arbitre et à son corollaire qui est la responsabilité. Et on le sait, ce conflit s'est dénoué à la faveur des juristes, en tout cas sous la Troisième République, puisque les sciences criminelles, on ne parle pas de criminologie à l'époque, les sciences criminelles sont rattachées aux facultés de droit, sont traitées essentiellement sous l'angle de la médecine légale, et globalement, l'offensive déterministe fait long feu à cette époque. Le problème, c'est que du coup, on est sur ce hiatus, et je pense qu'on est encore largement sur ce hiatus aujourd'hui, en tout cas dans les facultés de droit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'un côté, il y a une espèce de méfiance atavique quasiment, en tout cas un peu spontanée du juriste face à ceux qui vont défendre promouvoir une approche scientifique, qui se veut scientifique du phénomène criminel, parce qu'il y a toujours cette espèce de dire, mais attendez, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir remettre en cause le libre arbitre et la responsabilité? Et ça, c'est quelque chose qui est central chez les juristes et notamment chez les pénalistes.
Et puis de l'autre, en fait, l'autre problème de ça, c'est que du coup, la logique déterministe, elle finit quand même par... comme on n'a pas de débat franc, qu'on n'a pas d'intégration, de confrontation réelle, en tout cas dans les facultés de droit, eh bien, la logique déterministe finit quand même par s'inviter, mais au forceps, et en tordant le droit, et en se substituant pour le coup carrément à la logique libérale. Je pense notamment, enfin je reviendrai dans quelques minutes sur notamment la façon dont le concept de dangerosité est rentré dans la loi, et cette façon-là ne procède absolument pas de la science. Donc on a ce problème. Or, face à ce problème, on trouve dans le courant de la défense sociale nouvelle, et notamment dans les travaux de Marc Ancel, qui était un de ses principaux animateurs jusqu'à son décès en 1990, eh bien, un certain nombre d'arguments, enfin de façons de penser qui peuvent résoudre le problème. Parce que un des leitmotifs très forts de la défense sociale nouvelle, vraiment nouvelle, qui est vraiment tout à fait neuve par rapport à la défense sociale telle qu'on l'entendait avant-guerre, eh bien, c'est de vouloir réconcilier la logique juridique avec la logique scientifique. Et Marc Ancel écrit plusieurs fois que la défense sociale nouvelle, contrairement au courant ancien de défense, enfin ancien, précédent de défense sociale, notamment celui d'Adolphe Prince, l'inspecteur général des prisons belges, la défense sociale nouvelle, c'est un instrument de régénération du droit pénal et non pas de substitution du droit pénal. Et le courant de la défense sociale nouvelle s'oppose d'une part, dans le contexte des années 50-60, s'oppose à la défense sociale déterministe d'Adolphe Prince, qui est une forme de systématisation des courants déterministes de la fin 19e, notamment des auteurs italiens, et qui voulait substituer, alors pas pour tout le monde, mais pour ceux qui étaient perçus comme des gens déficients, substituer à la logique de responsabilité, une logique fondée sur l'antisocialité, et on pouvait donc, dans ce système de Prince, adopter des mesures antidélictiennes, et ce qui a donné naissance, vous le savez, aux mesures très bien mal nommées d'ailleurs, de mesures dites de sûreté. Donc Ancel voulait s'opposer à ça, mais il voulait aussi s'opposer à un courant alors, qui a totalement disparu aujourd'hui, enfin, qui est anecdotique, mais qui était assez fort dans les années 50-60, qui était un courant de défense sociale anti-autoritaire, celui de Filippo Grammatica, auteur italien, qui en fait n'était pas du tout dans une logique de neutralisation et d'élimination coercitive des déviants comme chez Prince, mais qui clairement disait le problème du libre arbitre, de la responsabilité, tout ça, ça n'a pas de sens. Le problème c'est l'antisocialité. Donc on va prendre en charge ces gens de manière bienveillante, de manière anti-autoritaire, mais en tout cas sans passer par le prisme de la responsabilité et sans passer par l'idée qu'il faille qu'un acte soit commis pour prendre des mesures coercitives, en tout cas des mesures publiques à l'égard de quelqu'un. Alors, il y a vraiment cet élément-là qui est au cœur de la démarche d'Ancel et de la défense sociale nouvelle, et il s'agit donc d'essayer de comment on réconcilie ces deux logiques en montrant qu'elles ne sont pas du tout antagonistes. Alors, c'est des travaux qui avaient déjà été faits en leur temps, mais de manière très isolée par Raymond Saleil, qui publie en 1898 un ouvrage que vous connaissez sans doute qui s'appelle L'individualisation de la peine. C'est le premier à populariser ce terme dans le champ pénal, mais c'est des travaux qui étaient isolés, alors que, et qui étaient un ouvrage, parmi beaucoup d'autres de Saleil, alors que chez Ancel et chez tout le courant de la défense sociale nouvelle, on a une littérature scientifique ou pas que scientifique, une littérature considérable. Vous avez des dizaines et des dizaines, enfin des centaines d'articles, beaucoup d'ouvrages, et on puise là-dedans pas mal de matière. Alors, juste pour me cantonner à l'essentiel, qu'est-ce qui nous permet de dépasser, en tout cas de tenter de dépasser cet antagonisme très problématique entre compréhension scientifique du phénomène criminel et réponse judiciaire et juridique au phénomène criminel? Eh bien, c'est la grille de lecture humaniste. D'ailleurs, je crois que c'est un des termes qui ont employé au sein de l'AFC. J'ai vu ça dans le programme quelque part, je crois. Donc, approche humaniste, et d'ailleurs, en fait, la défense sociale nouvelle, c'est le sous-titre, c'est le mouvement aussi pour une politique criminelle humaniste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette approche humaniste? Alors, c'est à la fois un humanisme au sens philosophique du terme, philosophico-politique, mais également au sens scientifique et épistémologique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand Ancel n'a jamais voulu se prétendre criminologue, ou il n'a pas cette intention. Mais on retrouve dans sa pensée beaucoup d'éléments qui nous permettent de construire une approche scientifique, enfin en tout cas de réfléchir de quelle façon on peut construire un savoir scientifique sur le phénomène criminel.
Alors, ce qui est très intéressant d'en passer par l'approche philosophique, c'est que il me semble que lorsqu'on se limite à la controverse épistémologique, on risque de se concentrer sur le terrain technique en disant il y a la criminologie déterministe qui va essayer d'avancer des chiffres, et puis une criminologie plus ouverte qui va en avancer d'autres, et puis en fait on oublie qu'il faut d'abord se poser la question des axiomes, la question de sur quelle architectonique, quel ensemble de représentations, quel système de pensée il y a avant. Et c'est la base de la démarche scientifique, c'est d'abord se poser les questions qui président à l'approche scientifique. Parce que Yves Cartuvel est peut-être, il continuera peut-être, mais cette espèce, c'est soubresaut anthropologique. Qu'est-ce qu'il y a derrière derrière la prétention à une étiologie déterministe du crime, il y a des représentations, des systèmes de pensée, notamment, si on se plonge notamment dans les ouvrages de Lombroso, une approche très évolutionniste. Hein. Donc on a quand même des systèmes de pensée qu'il faut questionner. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée d'une criminologie humaniste? Eh bien, c'est le primat absolu de la liberté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est hors champ, c'est-à-dire qu'on dit, on part du principe qu'il y a un libre arbitre. On part du principe, parce que c'est ce que nous enseigne la philosophie, qu'il y a un libre arbitre, et que dans une société qui se veut démocratique, aucun système répressif ne peut se construire contre ça. C'est-à-dire que le primat, le préalable, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'on est sur une logique où une politique criminelle ne peut pas se construire contre ça, et elle doit intégrer ça, c'est-à-dire qu'on a ce libre arbitre premier, et derrière, ce que Marc Ancel appelle le sentiment de responsabilité. Il a été très très gêné tout au long de son œuvre sur cette notion de responsabilité, parce qu'il s'opposait à la responsabilité abstraite qu'avaient un certain nombre de juristes, surtout à son époque, juristes dits néoclassiques, mais pour autant il ne voulait absolument pas remettre en cause cette idée de responsabilité, et donc il dit on ne peut pas se départir de ça. Une fois qu'on a posé cet élément-là, qui encore une fois me semble être de l'ordre de la métascience, c'est-à-dire qu'on est, d'où on part, quelles sont nos représentations, quels sont nos axiomes. Eh bien, on lève un certain nombre d'obstacles. Premier obstacle, c'est que on ne peut pas, on est tout de suite, on est tout de suite enclin à affirmer que le crime, c'est pas une donnée naturelle. Le crime n'existe pas en soi, ce qui n'est pas du tout le cas dans la logique déterministe. Le crime n'existe pas en soi, c'est une construction qui dépend avant tout de la capacité du pouvoir, quel qu'il soit, à délimiter ce qui est licite et ce qui n'est pas licite. Et on sait que, historiquement, le seul dénominateur commun qu'on a aujourd'hui, c'est le meurtre. Mais sinon, et encore sous certaines conditions, mais la frontière entre le licite et l'illicite varie très largement, historiquement comme géographiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crime, le crime n'est pas une réalité en soi, il n'y a pas de criminel, il y a, plus précisément qu'on ne peut pas étudier le phénomène criminel sans prendre en compte la dimension construite du phénomène. Pour prendre un autre élément, c'est qu'il y a et ça c'est très présent aussi dans l'œuvre d'Ancel, il y a une continuité du légal au délictueux. C'est-à-dire comme disent des psychiatres, qu'il y a une continuité du normal au pathologique, qu'il y a une continuité du légal au délictueux, et on ne peut pas raisonner comme s'il y avait une population qui s'appelait les délinquants et une autre population, les gens normaux. C'est-à-dire qu'il faut avoir cet élément-là, et tout ça, c'est lorsqu'on se rappelle qu'au départ, il y a la liberté centrale, première de l'homme. Deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on est dans cette logique-là, l'opposition entre la compréhension scientifique du phénomène et l'approche juridique, l'opposition tombe d'elle-même, et on peut au contraire avoir une complémentarité. Et c'est l'approche que promeut Marc Ancel, c'est-à-dire qu'il nous dit que la science va permettre d'une part d'affiner l'appréhension juridique du phénomène, c'est-à-dire mieux définir certains comportements qu'on entend réprimer, et ça évidemment c'est l'étude scientifique de telle ou telle forme de criminalité qui nous permet de mieux la définir, de mieux l'appréhender, de mieux aussi prendre en compte les causes d'exonération de responsabilité pénale, par exemple, de mieux prendre en compte la délinquance juvénile, etc. etc. Mais aussi, et surtout, la criminologie, l'approche scientifique du crime nous permet d'adapter de manière beaucoup plus efficace et fine la réponse pénale, et notamment la sanction pénale. Et il faut se souvenir que
c'est notamment le mouvement de la défense sociale nouvelle qui a beaucoup œuvré pour qu'on ait aujourd'hui des choses qui nous paraissent élémentaires en matière pénale, notamment l'enquête de personnalité, notamment toutes les différentes expertises qui sont prononcées de manière peut-être trop automatique, sans justement y mettre du contenu par les magistrats en matière de psychologie et de psychiatrie, et puis aussi évidemment le principe d'individualisation de la peine, qui était vraiment un des grands leitmotifs de la défense sociale nouvelle, et qui se fondait sur les enseignements de la science, c'est-à-dire en disant il faut absolument qu'on puisse avoir une prise en charge adaptée à chaque cas, avec une analyse précise, clinique de chaque personne. Bon. Alors, on a vraiment cet élément-là, à mon avis, qui est intéressant à avoir à l'esprit pour justement ne pas être dans cette fausse opposition. Deuxième élément, rapidement, sur l'apport humaniste d'un point de vue plus épistémologique. Il y a trois éléments très importants qu'on trouve dans la pensée d'Ancel et qui, à mon avis, sont source d'enseignement aujourd'hui. Première chose, c'est le refus du dogmatisme. Alors, à l'époque où Ancel écrit, le dogmatisme, il est surtout du côté des juristes. Lui, il n'a pas de mots assez sévères. C'est pour ça qu'on l'a parfois de manière un peu rapide associé justement aux gens qui promeuvaient la défense sociale de façon traditionnelle, puisqu'il n'a pas de mots assez durs pour les juristes qu'il appelle néoclassiques ou qu'il appelle dogmatiques, et qui sont ceux qui refusent de prendre en compte les conditions réelles de la commission des infractions pour faire comme si, à chaque fois, on avait des gens qui n'étaient pas influencés, qui n'étaient pas conditionnés. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il soutient le maintien de la responsabilité. Il dit, on ne peut pas, si on est dans le maintien d'une responsabilité abstraite, évidemment, effectivement, on est forcément perdant parce qu'on raconte n'importe quoi. En revanche, on peut justement, on est d'autant plus fort à revendiquer le maintien d'un système répressif fondé sur la responsabilité qu'on inclut par ailleurs, on sait par ailleurs qu'il y a beaucoup d'éléments qui conditionnent le passage à l'acte, qui influencent le passage à l'acte, qu'il faut les prendre en compte, évidemment, pour comprendre de quoi il s'agit et avoir une réponse adaptée. Donc le refus du dogmatisme. Alors aujourd'hui, il avait un peu pressenti la fin de sa vie, mais aujourd'hui, on peut dire aussi que le dogmatisme, je ne sais pas s'il n'a pas disparu chez les juristes, mais il est passé un peu de l'autre côté, c'est-à-dire que Ancel, en son temps, parlait déjà du mythe médical, et aujourd'hui, on est un peu dans le dogmatisme inverse, je trouve. C'est-à-dire que on ne remet pas en cause du tout les notions de dangerosité, alors que, dans la loi, ça passe comme ça. On fait des commissions qui s'appellent des commissions de dangerosité, etc. Alors on refait en sous-main, mais il n'y a pas de personne pour dire, mais en tout cas dans le champ public, institutionnel, pour dire mais c'est une aberration totale. On remet pas en cause. On remet pas en cause non plus le principe d'une espèce d'obligation de soins prononcée de façon pavlovienne par la juridiction, où effectivement on prononce de l'obligation de soins parce que en fait c'est quelque chose qui n'est même pas réfléchi, c'est un dogme, il faut prononcer de l'obligation de soins. Donc on a quand même cet élément qui est central dans la pensée d'Ancel et qui nous montre, à mon avis, la voie à suivre. Deuxième élément, qui va de pair, c'est la remise en cause permanente. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans le mouvement de la défense sociale nouvelle, c'est qu'il n'y a jamais eu une espèce il y a toujours eu l'idée qu'il fallait adapter ces conceptions à l'évolution de la science et qu'il fallait toujours se remettre en cause. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que chez Ancel lui-même, on a une remise en cause très importante. C'est quelqu'un qui a beaucoup cru, dans les années 50-60, à l'idée du traitement. Qui était à la mode, l'idée qu'on allait traiter les gens, qu'on allait plus pour s'opposer en fait à une conception bêtement rétributive de la répression, de la sanction pénale, et il était un grand défenseur de la notion de traitement, à tel point d'ailleurs qu'on a pu lui faire le reproche et considérer qu'en fait il allait dans le sens des déterministes. Et dans la dernière édition de son livre sur la défense sociale nouvelle, il revient là-dessus. Il dit que en fait, cette notion est beaucoup trop problématique, elle est très ambiguë, elle est potentiellement très coercitive, et il propose de lui substituer la notion d'assistance. Ça pour dire que, alors que c'était un élément central de sa pensée, il a montré sa capacité à évoluer et à s'adapter en permanence. Ça, c'est aussi un enseignement, à mon avis, qui est très très intéressant. Dernier enseignement très intéressant, c'est la nécessaire pluridisciplinarité, qui est au cœur de la défense sociale nouvelle, qui est un mouvement qui réunit des juristes, des professeurs, mais également des praticiens. Alors Marc Ancel, lui, est magistrat, des éducateurs, des psychologues, etc. Et il y a vraiment cette notion de pluridisciplinarité, et encore une fois dans une logique de complémentarité.
qui est centrale, et tout se tient, c'est-à-dire qu'on refuse le dogmatisme, on est dans la remise en cause permanente, si on est capable justement de sortir du champ de cette discipline. Voilà. Et donc, il me semble qu'on aurait vraiment intérêt, pour conclure, à redécouvrir toute la richesse de cette pensée qui aujourd'hui, pour ceux qui la connaissent encore, dans les universités de droit, est reléguée au rang de 2-3 propos introductifs en début de cours de droit pénal, et c'est tout. Alors que aujourd'hui, alors même on est confronté à et notamment dans le champ de la prétention à une approche scientifique du phénomène criminel, on est confronté à une déferlante de la rhétorique sécuritaire d'une intensité particulièrement élevée, contre laquelle Ancel d'ailleurs s'était élevé dès tout début des années 80. Je pense qu'on aurait vraiment intérêt à redécouvrir les éléments de sa pensée pour renforcer notre arsenal critique. Je vous remercie. Je serais intéressé d'avoir ton analyse par rapport à celle de Jean Danet, qui, au cours du colloque, je crois que c'était de notre congrès d'ailleurs en 2010, Yves Cartuvel s'y était aussi d'ailleurs, et a écrit des choses qui sont un petit peu différentes en ce qui concerne l'analyse de Marc Ancel, avec une certaine prévention par rapport à un discours que je qualifierais, tel que tu viens de le formuler, tel que je l'ai compris, je mets peut-être mépris, mais plutôt optimiste et positif, enfin comme étant une référence. J'ajoute que moi, à titre personnel, c'est vrai que je vois pas très bien comment, en tant que magistrat, on peut se prononcer, rendre une décision de justice invoquant et préservant à la fois la responsabilité et la liberté du sujet, c'est-à-dire de la personne à l'égard de laquelle on statue, sans référence aux sciences humaines, parce que la liberté... la responsabilité, c'est de la philosophie, c'est de la psychologie, c'est de la psychiatrie, c'est du contexte, c'est tout ça. Bon. Donc moi, je suis toujours là. Mais bon, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à la thèse de Jean Danet, oui, qu'il peut plus défendre maintenant, puisqu'il est au Conseil supérieur de la magistrature? Oui, alors c'est ce que j'ai un peu évoqué quand je dis on a fait sur les notions de traitement. C'est-à-dire que dans les premières éditions de l'ouvrage La défense sociale nouvelle de Marc Ancel, il y a effectivement une espèce d'adhésion sans suffisamment de réserve, enfin en tout cas ce qu'on peut dire rétrospectivement, parce qu'en même temps c'est un peu facile mais sans réserve justement à cette notion de traitement et et dans le même temps en fait à tourner un peu, sinon ridicule, en tout cas en pointer les limites de l'analyse juridique, en tout cas plutôt pas de l'analyse juridique d'ailleurs, mais de la réticence et de l'indifférence des juristes à intégrer tous les facteurs qui concourent à la commission d'une infraction, en faisant comme si il n'y avait aucun facteur qui influençait, qui conditionnait le passage à l'acte. Donc c'est là-dessus que Ancel a pu notamment donner l'impression qu'il soutenait des thèses qui étaient en réalité des thèses déterministes, tout à fait, qui défendaient une étiologie déterministe du crime et notamment biologique. Et ce courant-là n'a pas disparu évidemment aujourd'hui. Sauf que, encore une fois, ce qu'il faut intégrer, c'est ce que je dis, c'est que dans la dernière édition de son bouquin de 1980, Ancel dit effectivement, il y a un problème. Effectivement, cette notion de traitement, elle pose problème. Effectivement, on a eu ce problème du mythe médical. Et par ailleurs, son livre est parfois assez dur à lire parce qu'il n'est pas forcément très bien structuré, mais il l'écrit au moins une quinzaine de fois que la liberté du sujet c'est indispensable, qu'on ne peut pas la nier, etc., qu'on ne peut pas prendre de mesures antidélictuelles, qu'on ne peut pas nier, au contraire que le sentiment de responsabilité c'est à la fois la condition de la répression, mais également le levier qui permet d'exécuter correctement une sanction pénale. Donc en fait, la critique de Danet est tout à fait fondée, sauf que elle doit être d'une part replacée dans son contexte, c'est-à-dire qu'Ancel, dans les années 50-60, il veut surtout éviter d'être dans le camp des dogmatiques juristes qui refusent absolument l'approche de la compréhension des sciences médicales et sociales et humaines du phénomène criminel, et c'est pour ça qu'il est dans cette logique-là, et que par ailleurs, il a très clairement fait sa propre autocritique là-dessus en disant effectivement on ne peut pas, le problème de la question du traitement nous emmène dans d'une approche trop déterministe, dans une approche qui n'est pas du tout celle que je veux, qui est une approche humaniste. D'accord. Voilà. Alors, des questions? Ma question c'est la suivante. Les magistrats
comme Garofalo ou Gabriel Tarde, Marc Ancel qui était magistrat, ou bien les professeurs de droit pénal, comme l'était Enrico Ferri ou plus près de nous Léo Levasseur, ont toujours voulu soumettre le droit pénal à la criminologie. Ma question. Pourquoi les magistrats et les professeurs de droit pénal les juristes, quoi, voudraient soumettre le droit pénal à la criminologie? Je ne peux pas répondre parce que moi je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ce constat. C'est-à-dire qu'au contraire, enfin, en tout cas chez Ancel, il y a la volonté de sauvegarder le droit pénal. C'est-à-dire qu'Ancel fait partie des gens qui justement ont peur qu'à force d'être trop dogmatique, le droit pénal ne soit supplanté par des logiques non judiciaires et juridiques de réponse aux phénomènes criminels, et qu'il faut absolument sauvegarder le droit pénal, il faut absolument sauvegarder la prééminence du droit pénal dans la réponse sociale aux phénomènes criminels, et que du coup cela passe par un droit pénal qui s'ouvre à l'enseignement des sciences. La question quand même, il n'est pas tout à fait exact à mon sens que les pénalistes aient toujours voulu soumettre le droit pénal à la criminologie. Les personnes, c'est là, les auteurs que tu cites, notamment à la fin du 19e, veulent substituer au droit pénal un autre système de contrôle social qui n'est plus tempéré par les principes du droit pénal. L'idée n'est pas un rapport de soumission, c'est un peu différent. c'est vraiment un rapport de substitution. On n'est pas tout à fait pareil. Marie-Sophie Devresse, professeure de criminologie à Louvain. Pour moi, la question peut-être aussi qui serait intéressante à introduire dans cet enjeu-là, c'est précisément la notion de peine. D'un certain côté, cette espèce d'obligation de punir quelque part dans laquelle se débat d'une certaine manière le droit pénal est quand même un élément qui fausse un peu le jeu dans la rencontre entre ces deux projets qui seraient un projet politique, un projet de connaissance, mais il y a des endroits où il y a une rencontre autour de la notion de peine, et puis il y a des moments où il n'y a pas de rencontre autour de la notion de peine. Il y a une rencontre à travers l'idée, dans certains cas de figure, et je pensais notamment au débat qu'on a eu ce matin sur une psychologie plus comportementale qui sous-entend un individu rationnel, etc., ce qui peut être tout à fait similaire, tout à fait compatible avec le projet du droit pénal. Ça, c'est dans un certain sens, et puis dans un autre côté, on a vraiment des oppositions très fortes parce que cette obligation de punir, elle vient d'un certain côté contrecarrer ou en tout cas embarrasser le projet du traitement. Et voilà, dans le cas des usages de drogue, par exemple, c'est très flagrant. Cette espèce de tension permanente entre punir, traiter. Voilà, et l'obligation de punir continue d'être un handicap dans le traitement de ce type d'affaires qui sont toujours à la convergence de ces deux enjeux. Donc voilà, ça c'était un petit peu une réflexion que votre propos évoquait, parce que finalement vous avez assez peu, avec ça ou pas, mais problématisé la notion de peine, qui pour moi est quand même le truc autour duquel on tourne toujours quand on parle du crime, et l'obligation de punir. Voilà, je pense, encore un dernier mot, vous avez évoqué l'ouvrage de Mukieli, mais moi je recommande aussi la lecture de l'histoire des savoirs sur le crime et les peines, en partie avec Pires, et qui soutient précisément l'hypothèse que l'obligation de punir fait partie depuis le début d'une espèce d'élément qui pose problème dans la construction de la criminologie et la construction du droit pénal. Juste pour donner quelques éléments supplémentaires sur la pensée de Ancel, c'est qu'il ne voulait plus parler de sanctions pénales. Enfin, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a qu'est-ce qui fonde la légitimité de prendre une mesure qui s'impose à quelqu'un dans une société démocratique, et là, il est très ferme là-dessus, c'est-à-dire que c'est le principe de liberté, un mauvais usage de la liberté, et donc c'est pas sur un comportement, mais sur un acte donné qu'on va déclencher un processus. Après, la question de la nature du processus est une autre question, et chez Ancel, il y a clairement la volonté d'avoir une réponse sociale qui ne soit plus du tout rétributive, en tout cas rétributive au sens punitif, afflictif, alors ça c'est clair. Et aussi, et c'est une des réponses à mon avis qu'on peut apporter peut-être, c'est que le pénal doit, et c'est normalement ça devrait être le cas d'ailleurs si on appliquait les principes fondamentaux de notre ordre pénal, le pénal doit être limité au strict nécessaire. Et donc, en réalité, si on appliquait vraiment le modèle pénal révolutionnaire, celui de 1789 et 1791, la question de la consommation de drogue, elle ne se poserait même pas, parce que ce ne serait pas du tout du pénal. C'est là aussi dire que Ancel se situe totalement dans cet héritage-là. C'est-à-dire qu'il dit les défenses sociales nouvelles, c'est l'aboutissement
de ce qui a émergé à la Révolution. Parce que la logique punitive, en fait, mon analyse, c'est que, au sens de bêtement rétributif, c'est la survivance d'un archaïsme qui vient de l'ancien droit pénal. Mais normalement, si on applique un système fondé sur le principe de nécessité et proportionnalité, on doit pouvoir sortir de la plupart de ces problèmes. Oui, Yves. Deux petites choses, et que madame se rassure, je vais être très bref. La première chose, c'est que je partage tout à fait votre intérêt pour Salehi. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup plus de choses chez Salehi qu'on ne le pense, et il y a une espèce d'opprobre dans le champ de la pensée réflexive sur Salehi parce qu'il a été rangé du côté des pénalistes. Dans tout le champ de la réflexion sur la résilience, mais de fait, je crois qu'il y a un auteur là qui a une intuition qui était vraiment intéressante. Vous avez attribué à Prince, au fond, l'idée d'une logique d'intervention ante delictum, avant le délit, Oui. peu importe l'exactitude ou non de la référence. Moi, j'ai cherché cette notion-là en me demandant, tiens, dans ce projet-là, qui était un projet de contrôle social très fort, chez les positifs italiens, chez effectivement les auteurs de la défense sociale, etc., j'ai jamais trouvé un auteur ayant pignon sur rue qui aille aussi loin. Et donc je ne pense pas que Prince l'évoque. Alors si vous avez les références, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être qu'effectivement je suis passé à côté. Par contre, ce qui est intéressant peut-être, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, là, pour le coup, on y est. Puisque vous avez, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la conceptualisation de ce qu'on appelle l'anticipatory offense, donc une infraction par anticipation. Et donc il y a là un saut quand même qui est questionnant, et d'autant plus si ça renvoie au fil d'il y a 2 siècles. Et alors la deuxième petite chose, c'est la question de l'individualisation de la peine que vous associez à la pensée de Salehi. Je pense que c'est un problème extrêmement ancien. Dès, en tout cas, les débuts du droit pénal moderne, les codes pénaux classiques des Lumières, cette question de l'individualisation, elle est déjà là. Le débat va se nouer après, et peut-être qu'il est toujours là aujourd'hui, sur la question des fondements d'individualisation. Donc sur quoi, au fond, est-ce qu'on fonde l'individualisation? Est-ce qu'on essaye de la travailler sur base de la responsabilité subjective de l'individu, responsabilité abstraite, responsabilité concrète, ou bien est-ce qu'on fait le calcul en fonction de la dangerosité de la personne? Et c'est pas pareil. Et je pense que le débat, probablement, c'est autour de ces 2 dimensions-là qui sont.